bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment conclure en pratique lorsque nous sommes face à une insuffisance aortique associée à une insuffisance mitrale. Alors déjà, est-ce que c'est fréquent d'être dans cette situation? Eh bien, lorsque l'on regarde ce registre suédois qui a porté sur plusieurs milliers de patients, finalement, on se rend compte que c'est relativement rare. Vous voyez, chez les patients hospitalisés pour insuffisance mitrale, on retrouve environ 11% d'insuffisance aortique et chez ceux hospitalisés pour insuffisance aortique, environ 8% de fuite mitrale associée. Alors, dans ce travail récent de la Mayo Clinic qui a porté sur plus de 1200 patients, finalement, on retrouvait un peu plus d'insuffisance mitrale significative associée à l'insuffisance aortique sévère, de l'ordre de 14%, et c'était essentiellement des insuffisances mitrales fonctionnelles ou secondaires. Alors, c'est très important de distinguer les insuffisances mitrales primaires ou secondaires associées à la fuite aortique, car ce n'est pas du tout les mêmes étiologies. Pour l'association insuffisance aortique, insuffisance mitrale primaire ou organique en Europe, c'est essentiellement des causes dégénératives, comme sur l'exemple de gauche où vous avez une maladie annulo-ectasiante associée à un prolapsus valvulaire mitral. Ça peut également être une bicuspidie associée à un prolapsus. Parfois, des maladies rhumatismales de plus en plus rares de nos jours, comme sur l'exemple que vous avez au milieu, ou les endocardites bivalvulaires, comme sur l'exemple de droite. Ne pas oublier les maladies du tissu élastique ou les causes iatrogènes, toxiques, médicamenteuses ou post-radiques. Pour l'association insuffisance aortique et insuffisance mitrale secondaire ou fonctionnelle, là c'est totalement différent. Deux possibilités, globalement, une insuffisance aortique qui évolue depuis longtemps, trop longtemps, qu'on n'a pas opéré, un ventricule gauche qui va se dilater, se remodeler, tirer sur les cordages et entraîner une fuite mitrale secondaire. Deuxième possibilité, la coexistence chez le même patient d'une fuite aortique sévère et d'une cardiopathie ischémique, par exemple. Alors, en termes de physiopathologie, seule la fuite aortique va augmenter de façon significative la post-charge, mais à la fois la fuite aortique et la fuite mitrale vont avoir un effet sur la précharge, vont l'augmenter, ce qui va faire que les patients auront des ventricules gauches plus dilatés et les dysfonctions ventriculaires gauches plus précoces que lors d'une fuite aortique ou mitrale isolée. On a donc une surcharge majeure en volume chez ces patients. De plus, la fuite mitrale va aggraver les conséquences de la fuite aortique en prédisposant les patients à la fibrillation atriale, augmentant les pressions pulmonaires, dilatant les cavités droites, et donc on va avoir une fuite tricuspide fonctionnelle plus précoce chez ces patients. Alors évidemment, en termes de pronostic, c'est moins bon d'avoir deux fuites que d'en avoir qu'une, et c'est d'autant moins bon lorsque la fuite mitrale est secondaire. Alors en termes de quantification échographique, vous avez ici un résumé des différentes interactions entre les valvulopathies en termes de quantification échographique, et bien vous voyez que finalement la fuite aortique influence peu la quantification de la fuite mitrale et la fuite mitrale influence peu la quantification de la fuite aortique. Alors en pratique, il y a quand même des paramètres pour lesquels il faut se méfier, on va les voir un par un. Alors d'abord, l'évaluation visuelle des feuillets, vous pouvez parfaitement l'utiliser. Évidemment, si vous avez un défaut de coaptation ou une rupture de cordage, la fuite est sévère, il n'y a pas de question à se poser. Deuxième paramètre, cette fois-ci un paramètre couleur, la vena contracta, qui est un excellent paramètre, plus ou moins difficile à mesurer, notamment en échographie transthoracique. Eh bien, ce paramètre dépend peu des conditions de charge, donc ne sera pas significativement affecté par l'autre valvulopathie, et on gardera les mêmes seuils de 6 mm pour la fuite aortique et 7 mm pour la fuite mitrale. Pour la PISA, c'est la même chose, ça dépend peu des conditions de charge, donc si vous arrivez à la mesurer, mesurez-la, car c'est un excellent paramètre qui n'est pas dépendant de l'autre valvulopathie. On garde toujours le seuil de 30 mm² pour la valve aortique, 40 pour la valve mitrale. En pratique, ce n'est pas toujours évident d'avoir la PISA pour une insuffisance aortique notamment, et on peut être tenté d'utiliser les méthodes volumétriques chez certains patients lorsque la PISA est difficile. Je vous rappelle, vous calculez le volume éjecté au niveau de la valve aortique grâce à l'anneau et à l'ITV sous-aortique, pareil au niveau mitral, et avec une simple soustraction, vous obtenez le volume régurgité. Alors en pratique, c'est une technique qui est difficile déjà lorsque la valvulopathie est isolée, il faut beaucoup d'expérience. Quand vous avez deux valvulopathies, il ne faut pas l'utiliser car les volumes éjectés vont être augmentés au niveau des deux valves et donc ce sera totalement faux. Si vous voulez absolument l'utiliser, vous pouvez éventuellement remplacer un des volumes éjectés par le volume éjecté pulmonaire, mais je vous le déconseille car l'anneau pulmonaire est très difficile à mesurer en échographie. Alors le PHT, c'est un paramètre qui permet d'évaluer la sévérité de l'insuffisance aortique, moins de 200 millisecondes en faveur d'une fuite aortique sévère. C'est un mauvais paramètre globalement parce que c'est plus un reflet de la pression télédiastolique du ventricule gauche que de la fuite aortique. Et donc, si vous avez une fuite mitrale associée, notamment en cas de dysfonction VG, votre PHT sera court sans que la fuite aortique soit forcément sévère, comme sur cet exemple.
Le débit cardiaque, très bon paramètre indirect pour quantifier la fuite aortique. Lorsqu'il dépasse 10 litres, c'est en faveur d'une fuite sévère. Si vous avez une IM associée, le débit cardiaque sera abaissé et donc vous ne pourrez pas conclure sur la sévérité de l'IA par rapport au débit cardiaque. Par contre, bien sûr, si vous avez plus de 10 litres malgré l'IM sévère, c'est en faveur d'une fuite aortique importante. L'effet Doppler télédiastolique au niveau de l'isthme aortique, c'est un très bon paramètre. Lorsqu'il dépasse 20 cm par seconde, c'est en faveur d'une fuite sévère. C'est peu affecté par l'insuffisance mitrale chez les patients en rythme sinusal, donc on peut l'utiliser. Il va falloir plus se méfier de la tachycardie qui va le majorer ou de la bradycardie qui va faire qu'il soit plus bas. Le rapport des ITV, excellent paramètre dans l'insuffisance mitrale isolée. ITV mitrale sur aortique supérieur à 1,4, c'est en faveur d'une fuite mitrale sévère. Par contre, là, vous ne pourrez pas l'utiliser car l'ITV sous-aortique sera augmenté par la fuite aortique et donc vous aurez, comme dans cet exemple, un rapport des ITV normal avec des fuites mitrales potentiellement importantes. Le flux veineux pulmonaire, si vous arrivez à le mesurer, faites-le car il n'est pas affecté par la fuite aortique et c'est un excellent paramètre de sévérité de la fuite mitrale. Voilà pour les paramètres échographiques. L'IRM cardiaque, excellent examen à utiliser dans les polyvalvulopathies. Vous pouvez évaluer le volume régurgité essentiellement par deux techniques, le contraste de phase 2D, un peu plus difficile pour la mitrale que pour la valve aortique, ou le 4D flow qui vous permet de vous placer où vous voulez dans l'espace. Évidemment, les techniques volumétriques ne sont pas utilisables pour les mêmes raisons qu'en échographie, et l'IRM vous permettra également d'évaluer la masse, les volumes et la fonction des deux ventricules, et donc d'évaluer le retentissement global de ces deux valvulopathies, à la fois sur le VG et sur le VD. Donc pour conclure, on a différentes étiologies. Il va falloir bien distinguer les formes primaires des formes secondaires pour la mitrale. C'est une surcharge en volume qui est majeure. Regardez la valve. Si vous avez un défaut de coaptation, la fuite est sévère, d'autant plus que ce défaut est important. PISA et vena contracta, vraiment des paramètres de choix lorsque vous arrivez à les mesurer. Tout ce qui est méthode volumétrique et paramètres qui dépendent du débit ou des conditions de charge, c'est à bannir. Il faut oublier, ce n'est pas valable. Une règle, en cas de valvulopathie chronique, si le ventricule gauche n'est pas dilaté, eh bien les valvulopathies ne sont pas sévères. A contrario, on peut avoir un VG dilaté avec deux valvulopathies modérées à moyenne. N'hésitez pas à réaliser une ETO pour les mécanismes et la quantification. L'IRM cardiaque, très bon examen. Ne pas oublier le caté gauche et droit pour les cas difficiles. La prise en charge doit être individualisée et dépend de plusieurs paramètres. Toujours décision en ARTI multidisciplinaire. Et les techniques percutanées vont probablement modifier la prise en charge de ces patients, qui est difficile. Que faire de la mitrale lorsqu'on opère la valve aortique? C'est une vraie question. Je n'ai pas le temps de développer, mais voici un éditorial qu'on a publié cette année avec le professeur Tribouillois sur cette question, basé sur les recommandations américaines. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour, je suis Marjorie Canu, CCA à Grenoble, et je vais vous parler de l'apport de l'imagerie multimodale dans l'évaluation du rétrécissement aortique associé à une valvulopathie mitrale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Il s'agit d'une situation fréquemment rencontrée, que ce soit dans le cadre d'une pathologie organique, comme dans les valvulopathies post-rhumatismales, médicamenteuses, endocarditiques, ou l'association d'un rétrécissement aortique à une insuffisance mitrale fonctionnelle par le remodelage ventriculaire gauche et l'élévation des pressions ventriculaires gauches qui l'entraînent. En effet, quand le rétrécissement aortique est serré, le régime de pression ventriculaire gauche augmente, ainsi que le volume télédiastolique du ventricule gauche et le diamètre de l'anneau mitral. Ceci peut entraîner des insuffisances mitrales fonctionnelles et une augmentation du volume régurgité à travers la surface d'orifice régurgitant d'une IM organique, pouvant surestimer l'IM. Quand l'insuffisance mitrale est sévère, la diminution du flux antérograde dans la chambre de chasse du VG peut rendre difficile l'évaluation d'un rétrécissement aortique alors en bas gradient bas-débit. De la même manière, un RM serré peut être responsable d'une diminution du débit cardiaque et faire sous-estimer le RA, qui est alors en bas gradient bas débit. Quant à l'évaluation du RM associé à un RA serré, le gradient transmitral peut être sous-estimé à cause de l'élévation des pressions ventriculaires gauches et la dysfonction diastolique associée au RA diminue la pente de décroissance du flux mitral avec un risque de sous-estimation du RM. Dans de nombreux cas de RA associé à une valvulopathie mitrale significative, les paramètres habituellement utilisés pour quantifier les valvulopathies sont donc erronés. Faut-il alors changer les deux valves en cas de doute? Les registres chirurgicaux montrent une surmortalité à court et long terme en cas de double remplacement valvulaire, passant de 0,5% pour un RVA seul à 11,5% de mortalité pour un double geste. Il ne faut pas prendre ce surrisque inutilement
d'autant que la méta-analyse publiée par Big Billard récemment montre qu'il y a une diminution de la fuite mitrale chez 53,6% des patients opérés d'un remplacement valvulaire aortique, surtout lorsque le mécanisme est fonctionnel, avec diminution des diamètres du ventricule gauche et de l'anneau mitral en post-opératoire. Unger proposait dans sa revue de 2010 de procéder en fonction du mécanisme de l'IM. En cas d'insuffisance mitrale organique, il propose la réalisation d'un remplacement valvulaire aortique et mitral si la SOR est supérieure à 20 mm², du fait du risque d'évolution de la valvulopathie mitrale en post-opératoire. Pour les IM fonctionnels qui ont un potentiel de récupération en post-opératoire, il propose de réaliser un RVAO seul si la SOR est inférieure à 30 mm², sans élévation des PAP, sans élargissement de l'oreillette gauche ou de FA, critère associé à une absence de régression de l'IM en post-RVA seul. Maintenant, comment quantifier au mieux les différentes valvulopathies malgré leurs interactions? Pour le rétrécissement aortique, nous avons vu qu'associé à une pathologie mitrale significative, il pouvait être dans un état de bas gradient bas débit à fraction d'éjection préservée. Les recommandations 2017 de l'ASE ne laissent pas de place à l'ETT sous dobutamine dans ce cadre, mais proposent de confirmer la diminution du stroke volume en IRM ou en écho 3D et d'utiliser le score calcique pour stratifier le risque du rétrécissement aortique. En effet, un score calcique sur la valve supérieur à 2000 chez l'homme et supérieur à 1200 chez la femme sont prédictifs de mortalité. La limite principale de cette technique est l'importance de la zone grise. En premier lieu, il convient de préférer les mesures échocardiographiques indépendantes ou corrigées par rapport au débit, telles que la mesure de la surface valvulaire aortique par l'équation de continuité et la planimétrie, qui mesurée en ETO 3D, donne une mesure précise de la surface valvulaire anatomique. La mesure du strain longitudinal global dans le RA à FEVG conservé est également un élément pronostique intéressant, comme montré dans plusieurs études. Ces données sont corrélées à l'étendue de la fibrose diffuse du ventricule gauche en IRM, qui a un impact pronostique majeur, comme le montrent des études récentes. L'IRM permet également de mesurer la surface anatomique par planimétrie et fonctionnelle par l'équation de continuité en utilisant des séquences de contraste de phase en cas de données échocardiographiques difficiles à obtenir. Concernant l'insuffisance mitrale, nous avons vu qu'il fallait tout d'abord comprendre son mécanisme, et l'ETO 3D est l'examen le plus performant pour cela, permettant d'étudier avec précision les feuillets, l'anneau et l'appareil sous-valvulaire mitral, ainsi que la direction du jet. L'IRM permet également d'analyser la morphologie valvulaire, mais avec une moindre résolution spatiale et temporelle. L'IRM est par contre supérieur à l'échographie pour quantifier l'insuffisance mitrale, surtout en cas de jet multiple ou excentré. Le volume régurgité est calculé par différentes méthodes. La méthode volumétrique, avec mesure du volume d'éjection systolique par contouring à partir des séquences cinées, auquel on retire le volume antérograde obtenu par séquence de contraste de phase. Le cadre des flots permet également, en mesurant la vitesse des flux dans les 3 plans en fonction du temps, de calculer avec précision le volume régurgité de l'insuffisance mitrale. Mais cette valeur est dépendante des conditions de charge et peut être surestimée en cas de rétrécissement aortique serré associé. La planimétrie et la surface d'orifice régurgitant de l'IM s'affranchit des conditions de charge et peut être mesurée en IRM et en scanner. Enfin, pour le rétrécissement mitral, la méthode de quantification la plus fiable est la planimétrie, à l'aide de l'échographie. L'ETO 3D permet de s'aligner parfaitement sur l'entonnoir mitral. Les performances de l'IRM dans cette indication ne sont pas supérieures à l'échographie et sont à réserver aux patients pour qui l'évaluation écho n'est pas fiable. Au total, l'évaluation du rétrécissement aortique est à réaliser préférentiellement par planimétrie et mesure de la surface fonctionnelle de la valve aortique en échocardiographie et du score calcique en scanner. L'IRM est à réserver aux cas difficiles. Pour l'insuffisance mitrale, la compréhension du mécanisme est primordiale et est à réaliser en échographie transœsophagienne 3D. La quantification se fait par échographie transœsophagienne, IRM et planimétrie, possible par IRM ou scanner dans les cas difficiles.
Pour le rétrécissement mitral, il faut préférer la planimétrie. Merci pour votre attention. Bonjour, je vais vous parler de l'évaluation par imagerie multimodale chez les patients ayant une insuffisance tricuspide avec valvulopathie du cœur gauche. Il s'agit d'une question pertinente dans la mesure où l'insuffisance tricuspide est secondaire à une valvulopathie du cœur gauche chez près de 50% des patients. Lorsqu'on parle d'imagerie multimodale, on sous-entend en général échocardiographie, IRM cardiaque et scanner. Si l'IRM cardiaque est très intéressante pour l'analyse des volumes et de la fonction ventriculaire droite, elle n'a que peu d'intérêt pour l'analyse du mécanisme et de la sévérité de l'insuffisance tricuspide, qui est parfaitement bien évaluée par l'échocardiographie, ce d'autant plus que chez ces patients, l'insuffisance tricuspide est quasi exclusivement fonctionnelle par dilatation annulaire avec défaut de coaptation centrale. L'échocardiographie transthoracique bidimensionnelle est en général suffisante pour suggérer un geste concomitant sur la valve tricuspide au moment d'une chirurgie valvulaire mitrale, en précisant premièrement le degré de sévérité de la fuite tricuspide et deuxièmement le degré de dilatation de l'anneau tricuspide par la mesure du diamètre de l'anneau tricuspide dans l'incidence apicale 4 cavités, qui offre un bon reflet du degré de dilatation de l'anneau tricuspide, même s'il ne mesure pas le grand axe. L'imagerie multimodale est essentielle, indispensable pour le traitement percutané de l'insuffisance tricuspide qui est actuellement en plein essor avec actuellement de nombreuses techniques en cours de développement. L'échocardiographie transœsophagienne y tient un rôle clé, que ce soit pour l'évaluation pré-procédurale ou pour le guidage périprocédural. Le scanner peut également être intéressant pour certaines techniques, par exemple pour la mesure des diamètres des veines caves inférieures et supérieures afin d'y implanter des stents afin de diminuer les signes de surcharge, par exemple pour la mesure de la longueur du ventricule droit pour implanter un spacer qui a pour objectif de diminuer la surface de l'orifice régurgitant, spacer qui est ancré à la pointe du ventricule droit, ou par analogie au TAVI pour implanter une prothèse percutanée au niveau de l'anneau tricuspide. L'échocardiographie tridimensionnelle est particulièrement intéressante pour l'analyse des rapports anatomiques, avec ici un exemple de vue chirurgicale, avec le septum interatrial qui sépare la valve mitrale et la valve tricuspide, en haut la valve aortique, ici le feuillet septal au niveau du septum interatrial, le feuillet antérieur proche de la valve aortique et le feuillet postérieur du côté opposé à la valve aortique. On visualise une insuffisance tricuspide fonctionnelle par dilatation annulaire avec défaut de coaptation centrale. Les reconstructions multiplanaires avec et sans couleur sont réalisées en routine et en live. La recherche du pilier entre les feuillets antérieurs et postérieurs associé à la modalité X-plan est très intéressante pour l'analyse précise des feuillets. Ainsi, lorsque vous allez déplacer votre plan de coupe vers la valve aortique, vous allez pouvoir dégager le feuillet antérieur, alors que lorsque vous allez éloigner votre plan de coupe de la valve aortique, vous visualiserez le feuillet postérieur. L'échocardiographie transœsophagienne avec 3D et reconstruction multiplanaire est indispensable tout au long de la procédure percutanée. Par exemple, ici, un cas d'implantation de clip en position tricuspide et l'échocardiographie est essentielle pour bien orienter le clip, permettre le grasping et permettre l'analyse finale du résultat. Enfin, chez les patients ayant une insuffisance mitrale fonctionnelle sévère, il existe une insuffisance tricuspide associée au moins en moyenne chez plus de 40% d'entre eux qui peut motiver la réalisation d'un traitement percutané concomitant, avec ici un exemple d'implantation de clips en position mitrale. Vous pouvez visualiser 2 clips en position mitrale avec l'usage de l'imagerie de fusion. Et à droite, au cours de la même procédure, l'implantation de clips en position tricuspide. En conclusion, l'insuffisance tricuspide est secondaire à une valvulopathie du cœur gauche dans près de 50% des cas. L'imagerie multimodale est indispensable pour la réalisation des procédures percutanées sur la valve tricuspide, que ce soit pour le bilan pré-procédural ou pour le guidage périprocédural, et l'échocardiographie transœsophagienne en est l'examen clé. À noter que l'étude TRI-FR
qui va permettre de randomiser les patients qui ont une insuffisance tricuspide sévère entre bras médical et bras par un clip, va débuter au premier trimestre 2021. N'hésitez donc pas à référer vos patients au centre qui pratique cette technique. Je vous remercie. Bonjour, je suis le docteur Aïcha Oued, je suis cardiologue à Rabat et je suis ravie de participer à cette session sur le défi des polyvalvulopathies, apport de l'imagerie multimodalité. Pour ma part, mon topo se focalisera sur quelles données peuvent orienter la stratégie thérapeutique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. L'atteinte multivalvulaire est une situation relativement fréquente. Si l'on se réfère aux données de VHD2 Survey publiées en 2019, on se rend compte que l'atteinte multivalvulaire représente 25% de l'ensemble des valvulopathies natives. C'est une atteinte hétérogène de par ses étiologies qui sont dominées par la pathologie dégénérative dans les pays industrialisés et par la pathologie rhumatismale dans les pays du Maghreb. Hétérogène aussi de par ses combinaisons et ses différents scénarios cliniques qui s'offrent à nous. D'où une difficulté dans la stratégie thérapeutique et dans le management des patients atteints de pathologies multivalvulaires quand on sait qu'il existe peu de données dans la littérature avec des guidelines non spécifiques. Vous avez ici deux cas cliniques de patients qui ont une atteinte polyvalvulaire. Dans le premier cas, un rétrécissement mitral associé à une insuffisance aortique d'origine rhumatismale et dans le deuxième cas, un rétrécissement mitral calcifié dégénératif associé à un rétrécissement aortique dégénératif. Alors, quelles sont les décisions à prendre chez ce genre de patients et quelle est la place de l'imagerie multimodalité dans la prise en charge de ces patients? Tout d'abord, une quantification minutieuse du degré de sévérité de chacune des valvulopathies, l'évaluation de l'étiologie et des mécanismes de chacune d'elles pour pouvoir apprécier la faisabilité d'une réparation valvulaire ou la possibilité d'une intervention par voie percutanée. Apprécier les conséquences sur la symptomatologie fonctionnelle et sur le retentissement sur le ventricule gauche, tant en ce qui concerne ses volumes que sa fonction segmentaire et globale. L'évaluation de la tricuspide est aussi importante, ainsi que l'évaluation de la fonction ventriculaire droite. Il est important, dans ces cas particuliers, d'évaluer le risque de l'intervention chirurgicale pour pouvoir proposer la meilleure stratégie thérapeutique chez le patient polyvalvulaire. Quand on s'intéresse à un patient donc polyvalvulaire, on sait qu'à l'échographie, il existe des interactions hémodynamiques importantes entre les différentes lésions valvulaires et que les indices validés chez le monovalvulaire ne sont pas forcément applicables chez le polyvalvulaire. Il existe un certain nombre de paramètres Doppler qui vont à la fois surestimer ou sous-estimer le degré de sévérité de cette sténose, d'où l'intérêt de mesurer des paramètres échocardiographiques non charge dépendants. Vous avez ici, parmi les paramètres proposés, la planimétrie directe de l'orifice sténosé, que ce soit un orifice mitral ou un orifice aortique, par différentes techniques échocardiographiques transthoraciques ou transœsophagiennes 2D ou 3D. On peut s'aider par ailleurs d'une planimétrie de l'orifice valvulaire aortique, par exemple, par des techniques scanographiques. Ce scanner peut, dans certains cas particuliers, nous aider à calculer la surface aortique par une technique hybride qui allie à la fois des techniques Doppler à l'échocardiographie et des techniques scanographiques pour la mesure de diamètre de la chambre de chasse du ventricule gauche. Toujours avec le scanner, l'intérêt du score calcique est intéressant parce qu'on sait que ce score calcique est un paramètre indépendant des flux et qu'il permet, dans un certain nombre de cas, de discriminer entre un rétrécissement aortique sévère d'un rétrécissement aortique pseudo-sévère, essentiellement chez les patients qui ont des discordances entre l'évaluation de la surface aortique et des gradients transvalvulaires. Ce score calcique a non seulement un intérêt diagnostique, mais également un intérêt pronostique, parce qu'on sait que sur ces courbes de survie actuarielle, plus le score calcique est important et plus le risque d'événement à moyen terme et à court terme est important. Ce scanner est aussi intéressant pour l'évaluation et la sélection des patients qui sont proposés pour un éventuel TAVI.
Si l'on revient à l'échocardiographie, cette fois-ci pour l'évaluation des fuites valvulaires, il est intéressant de mesurer ou de calculer des paramètres non flux dépendants, à savoir la vena contracta ou des paramètres qui dérivent de l'évaluation de la zone de convergence, à savoir une surface de l'orifice régurgitant, un volume régurgité et une fraction de régurgitation. Cette fraction de régurgitation est intéressante à évaluer par l'imagerie par résonance magnétique quand l'échocardiographie fait défaut. Cette IRM permettra à la fois de calculer cette fraction de régurgitation et nous donnera dans la foulée une évaluation des volumes ventriculaires et des fractions d'éjection, aussi bien pour le ventricule droit que pour le ventricule gauche. Cette imagerie par résonance magnétique est applicable également pour le calcul de la fraction de régurgitation d'une fuite aortique éventuelle lorsque l'échocardiographie fait défaut. L'évaluation de la morphologie de la valve mitrale ou de la valve aortique est tout aussi intéressante, voire même de la valve tricuspide, pour proposer ces patients à des techniques de dilatation mitrale percutanée pour le rétrécissement mitral ou des techniques de mitraclip, par exemple, pour des réparations valvulaires par voie percutanée. Donc, il est intéressant d'évaluer la morphologie valvulaire mitrale par différentes techniques d'imagerie multimodale. Pour ce qui est du management de ces pathologies multivalvulaires, donc une diapositive empruntée au Philippe Inger qui montre l'intérêt donc de l'imagerie multimodale au cœur du raisonnement pour la prise en charge de ces patients polyvalvulaires. Faut-il faire une procédure attentiste et surveiller les patients? Faut-il le proposer pour une procédure multivalvaire? Faut-il le proposer pour une pathologie, une double procédure d'emblée ou une procédure step by step? Donc tout cela dépend des données à la fois de l'imagerie multimodale, mais aussi du risque du patient qui est porteur d'une pathologie multivalvulaire. Ici, juste une slide pour montrer que l'imagerie multimodale est au cœur de la décision stratégique dans la prise en charge des patients, car elle va permettre à la fois d'apprécier le degré de sévérité, l'étiologie et stratifier le risque des patients avant de conclure à une éventuelle procédure chirurgicale ou percutanée. Là, juste en conclusion, pour dire que l'atteinte multivalvulaire est assez fréquente chez les patients qui ont une pathologie valvulaire et qu'en raison de la complexité des interactions hémodynamiques, l'intérêt de l'imagerie multimodale est intéressant pour la prise en charge de ces patients et que la décision thérapeutique doit se faire en ARTIM, basée sur la symptomatologie, la sévérité de la pathologie, le risque chirurgical d'une procédure combinée et le risque de morbimortalité en relation avec des prothèses ou en relation avec un risque de réopération. Je vous remercie.